Bienvenue dans cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, une étape quasi universelle pour quiconque cherche un emploi, la lettre de motivation. Ah oui, un grand classique. On a tous en tête cette image d'une formalité, un peu pesante même, ce document qu'il faut absolument joindre à son CV, souvent en soupirant un peu d'ailleurs. C'est ça. Mais la source sur laquelle on va se pencher aujourd'hui, elle, propose une vision, disons, explosive. Il s'agit d'un article de Serge Bacchino qui s'intitule, et le ton est donné, « Lettre de démotivation ». Le titre annonce la couleur, effectivement. C'est une perspective au vitriol qui prend ce document qu'on croit connaître et le retourne complètement. Notre mission, du coup, c'est de plonger dans cette critique. Une critique acerbe, oui. On va essayer de comprendre ensemble comment, pour cet auteur, un simple exercice de style peut devenir un véritable outil de conditionnement social et révéler des dynamiques de pouvoir qu'on ne soupçonne pas forcément. Et c'est un point de départ qui est crucial. L'article, en fait, il s'attaque à un rituel professionnel qui est tellement ancré qu'on ne le questionne même plus. C'est devenu une évidence, voilà. Et l'auteur nous force à mettre cette évidence sous un microscope pour examiner ce qui se cache derrière ça. La psychologie du candidat, les attentes implicites du recruteur et au fond, un rapport de force. Un rapport de force que beaucoup subissent. Oui, sans même s'en rendre compte. C'est cet exercice qu'on trouve fastidieux, mais qu'on pense inoffensif. Et pour lui, c'est tout le contraire. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. L'auteur, il démarre avec une question d'une simplicité presque désarmante. Oui, il demande « Pourquoi devrions-nous écrire une lettre de motivation ?» Grand Dieu. C'est une question presque enfantine, mais elle remet tout en cause. Et sa réponse est tout aussi directe. Il affirme qu'il n'existe en réalité que 3 motivations honnêtes. Oui, 3 motivations légitimes pour un employé, et elles sont d'un pragmatisme total. C'est ça, la première fichier, l'espoir de faire un travail qui soit un minimum plaisant et valorisant. Logique. La deuxième, sans aucun détour, gagner de l'argent pour vivre. Et la troisième, c'est que ce travail n'empiète pas sur la vie personnelle, qu'il laisse du temps pour exister en dehors du bureau. Voilà. Et il conclut sa liste en demandant « Vous en connaissez d'autres, vous ?» sous-entendant que tout le reste, c'est de la littérature. D'accord, c'est très terre-à-terre. Mais en quoi est-ce que ça rend la lettre de motivation problématique? On peut être motivé par ces 3 choses et quand même vouloir travailler pour une entreprise spécifique, non? C'est là que le piège se referme, selon l'analyse de Bacchino. Son argument, c'est que la condition même de chômeur, c'est déjà une motivation en soi. Ah oui, être, comme il le dit, un employé inutile car inutilisé est en soi une très haute motivation pour retrouver un travail. La lettre, dans ce cadre, ce n'est plus une expression de désir, mais une injonction à la performance. D'accord. Elle oblige le candidat à ignorer ses motivations saines et pragmatiques pour en inventer d'autres, des motivations plus nobles, plus flatteuses pour l'entreprise. En somme, elle le conditionne à ne pas être tout à fait honnête. Donc, le premier péché de la lettre de motivation, pour lui, c'est l'hypocrisie forcée. Exactement. C'est un exercice qui force à produire un enthousiasme artificiel spécifique pour une entité que la plupart du temps on ne connaît pas. Et cette petite malhonnêteté initiale, elle prépare le terrain pour la suite de son analyse. Qui est beaucoup plus centrée sur la soumission psychologique. Tout à fait. Justement, l'article ne s'arrête pas à la théorie. Il décrit un parcours du combattant que beaucoup, je pense, reconnaîtront. L'envoi de dizaines de courriers, apprendre des techniques pour se vendre, le recours à des coachs. Un processus d'usure. Oui, presque de dégradation. Et il emploie une image d'une violence rare pour décrire ce que ressent le chercheur d'emploi. Il parle de cette désagréable impression d'être devenu un vulgaire morceau de viande dont plus personne ne veut. Ça frappe fort. Ça montre à quel point le processus peut être déshumanisant. Absolument, et cette image, elle n'est pas gratuite. Elle prépare à l'idée que le candidat qui est fragilisé, affaibli par tout ça, est prêt à accepter l'étape suivante. Et pour l'auteur, la lettre de motivation, c'est l'apogée de ce processus de soumission. C'est là qu'il utilise son expression la plus provocatrice. Oui, la plus crue, mais les centrale dans sa pensée. Il faut la citer, je crois. Il la qualifie de « petite gâterie mentale à son futur patron ». C'est une expression incroyablement dérangeante. Qu'est-ce qu'il cherche à dire avec ça, au-delà de la provocation pure? Au-delà du choc, il y a une analyse très précise de la dynamique de pouvoir. Le terme gâterie, ça implique un acte de complaisance. C'est quelque chose qu'on offre non pas par conviction, mais pour plaire, pour se faire bien voir. D'accord. En écrivant cette lettre,
Le candidat ne dit pas seulement « je suis motivé ». Il envoie un message, un méta-message bien plus important. Il signale qu'il a compris les règles implicites du jeu. Et quelles sont ces règles, alors? Selon Bacchino, le message subliminal, c'est « J'ai compris que je dois vous flatter. J'ai compris que je dois montrer ma docilité. Je suis prêt à bosser, à me la fermer et à faire comme si tout allait bien. » C'est un acte d'allégeance avant même de commencer. C'est ça. C'est une promesse de ne pas être un élément perturbateur. Et selon lui, c'est précisément ce que le recruteur recherche, consciemment ou non. Un signe de conformité au système. Cette idée de soumission est d'autant plus troublante quand on pense que, le plus souvent, le candidat ne sait même pas à qui il se soumet vraiment. Vous mettez le doigt sur la prochaine étape de son raisonnement. Il qualifie ça de « recherche d'emploi en aveugle ». En aveugle, oui. Au moment d'écrire cette lettre pleine d'un prétendu enthousiasme, le candidat il ignore tout des réalités de l'entreprise. La culture interne, l'ambiance, les relations entre collègues, la personnalité du manager, tout ça c'est une boîte noire. Ce qui transforme la lettre en un pur exercice de fiction. L'auteur utilise le terme de « grand baratin », ce qui est assez parlant. On promet une adéquation parfaite avec une culture d'entreprise fantasmée en se basant sur 3 lignes lues sur un site web. C'est absurde quand on y pense. Totalement. Et pour lui, cette absurdité n'est pas juste comique, elle est dangereuse. Un recrutement basé sur une performance théâtrale a toutes les chances de finir en déception mutuelle. Forcément. Le candidat zélé de la lettre n'est pas la même personne au quotidien. C'est ce constat qui l'amène à sa proposition la plus... Subversive, qui est de renverser la charge de la preuve, si je me souviens bien. Précisément. Il pose la question pourquoi ce serait toujours au candidat de prouver sa valeur. Pourquoi l'employeur, lui, n'aurait pas à rédiger une sorte de lettre de motivation du manager, une lettre où il prouverait sa compétence. Oui, où il prouverait qu'il est compétent, loyal, honnête et respectueux. La question est évidemment rhétorique, mais elle met en lumière un déséquilibre qui est fondamental. On pourrait objecter que c'est simplement la loi du marché, non. Il y a plus de candidats que de postes, donc c'est à celui qui demande de faire ses preuves. Bien sûr, et Bacchino ne nie pas cette réalité économique. Mais son point est d'ordre moral, psychologique. Il dénonce un contrat où une seule des 2 parties est soumise à un examen de sa valeur, de son intégrité, de sa loyauté. La compétence du postulant est à démontrer. Tandis que celle du patron est présumée acquise. Voilà. C'est ce postulat de base, cette inégalité de principe qu'il trouve inacceptable. On sent qu'on glisse progressivement. On est parti d'un simple document administratif pour arriver à une critique du contrat de travail lui-même. Tout à fait. La lettre de motivation, ce n'est plus la cause, c'est le symptôme de quelque chose de bien plus profond. Exactement, c'est un point de bascule dans l'article. Il utilise la lettre comme une loupe pour examiner toute la structure sociale du travail. Et c'est là qu'il expose sa thèse la plus dure. Sa thèse centrale. Oui. Il se demande qui a bien pu inventer une pratique pareille. Et il envisage 2 options. Soit des gens incompétents en psychologie sociale, soit, et c'est la thèse qu'il semble privilégier, des gens très intelligents et surtout très vicieux. Attendez, quand il dit ça, est-ce qu'il suggère une sorte de complot conscient ? C'est la question que son texte nous pousse à nous poser. Il ne parle pas d'un complot au sens d'une réunion secrète, mais plutôt d'une intelligence systémique. D'accord. Il suggère que cette pratique n'est pas un accident de l'histoire, mais un outil terriblement efficace pour maintenir un ordre social. Selon ses propres mots, c'est un moyen de maintenir le représentant des couches inférieures de notre société à la place qu'il doit rester la sienne, tout en bas de l'échelle sociale. Là, les mots sont très forts. Il ne parle plus de candidats et de recruteurs, mais de couches inférieures. Il inscrit le débat dans une perspective de lutte des classes presque. Tout à fait. Pour lui, la lettre de motivation, c'est un rituel de soumission qui force le demandeur d'emploi à adopter une posture de mendiant, une position qui, selon lui, n'a fondamentalement pas changé depuis le Moyen-Âge. On ne demande pas un poste, On le quémande. on le quémande. Et ce rituel sert à graver cette hiérarchie dans le marbre avant même que la relation de travail ne commence. C'est ce qui l'amène à sa conclusion la plus radicale et sans doute la plus controversée. Il fait une analogie avec l'esclavage. Là, on est dans l'hyperbole la plus totale, non? Le mot est tellement chargé. C'est vrai. Et il est crucial de comprendre que c'est une hyperbole. C'est une figure de style destinée à provoquer un électrochoc. Il ne dit pas que le salariat est de l'esclavage. Non, bien sûr que non. Il demande pourquoi les sociologues ne nous apprennent pas à reconnaître les prémices de l'esclavage autorisé.
Ce qu'il vise, c'est le mécanisme d'asservissement consenti. Ah, d'accord. L'idée qu'on participe volontairement à un système qui nous déshumanise, parce qu'on l'a tellement intériorisé qu'on ne le voit même plus. Le mot esclavage est là pour nous réveiller, pour nous forcer à regarder la situation avec un regard neuf et horrifié. Il anticipe d'ailleurs la réaction de colère que ces propos peuvent susciter. Oui, et c'est une pirouette rhétorique assez brillante. Il écrit que si on ressent de l'indignation en le lisant, c'est une bonne chose, mais que cette colère se trompe de cible. Il la retourne. Il la retourne. Il dit en substance: ne soyez pas en colère contre moi qui écris, soyez en colère contre la situation qui vous a forcé à vous soumettre à l'époque. Il affirme que cette indignation, on aurait dû la ressentir et l'exprimer au moment où on a été confronté à cette exigence. Le texte agit comme un miroir, en fait. Il nous renvoie à notre propre frustration. Une frustration peut-être refoulée à l'époque pour des raisons pratiques évidentes. Si on fait le bilan de cette exploration, c'est fascinant de voir le chemin parcouru. On est parti d'un simple document, une page A4, et l'analyse de Serge Bachineau l'a transformé en un symbole puissant. Un symbole de l'inégalité sociale, de la manipulation psychologique et d'une perte d'intégrité, puisqu'on est contraint de jouer un rôle. C'est exactement ça. La synthèse finale, c'est que son intention n'est probablement pas de dire arrêtez d'écrire des lettres de motivation, ce qui serait irréaliste. Son but, c'est de secouer nos certitudes, de nous rendre conscients des non-dits, des petites humiliations silencieuses qui façonnent ce rituel. C'est un appel à questionner les normes. Oui, un appel à ne plus accepter les normes sans réfléchir, mais à les interroger et à comprendre ce qu'elles révèlent de nos rapports sociaux et de la place qu'on y occupe. Et ça nous laisse avec une pensée pour la suite, une question à laisser mûrir. L'article nous a montré comment la lettre de motivation peut être vue comme un miroir des dynamiques de pouvoir. Ce qui soulève une question plus large, qui va bien au-delà de ce document. Oui, Quelles autres pratiques quotidiennes du monde professionnel, qu'on tient pour acquises, qu'on considère normales, mériteraient d'être passées au crible de cette même critique? Quels autres rituels, en apparence inoffensifs, participent peut-être à renforcer des déséquilibres et nous font perdre un peu de notre intégrité personnelle et professionnelle?